Merci Amandine pour l'introduction, merci pour l'invitation. Merci à vous de votre présence. Tout d'abord, donc, tu as rappelé que effectivement j'ai une double casquette dans, dans cette intervention-ci. Évidemment, ce que je vais dire ne lie pas la Oui, c'est ministre vrai. de l'Environnement et du Climat. Mais c'est vrai qu'en étant sur le terrain et en voyant la manière dont les politiques sont créées au niveau national et donc aussi au niveau européen, c'est un terrain d'étude en plus. Voilà, donc l'objet de la discussion devait être quel rôle pour l'Union européenne dans le contexte de la crise écologique. Alors pour revenir d'abord sur le titre, crise écologique, évidemment, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une crise écologique, est-ce que c'est un point de vue universellement partagé ou pas. On ne va pas revenir là-dessus ici. Le principe de crise, évidemment, c'est de vouloir dire qu'il y a une phase grave dans une évolution et le terme écologique dans cette expression-ci, ce serait lorsque le milieu de vie ou d'une espèce ou d'une population évalue de façon défavorable à sa survie. Donc on prend le parti pris qu'on est en train de vivre une crise écologique mondiale. Mais voilà, sans ouvrir le débat là-dessus. Alors, quand on parle de crise écologique et du rôle de l'Union européenne maintenant, on peut le voir de deux manières. Soit du point de vue interne, donc que fait l'Union européenne pour elle devenir plus verte, pour devenir plus durable, comment est-ce qu'elle se transforme, comment est-ce qu'elle engage une transition écologique éventuellement qui serait juste. Et le deuxième aspect qu'on pourrait voir, c'est si on considère que la crise économique est mondiale, quelle est la participation de l'Union européenne dans cette crise écologique, quelle est sa responsabilité et qu'est-ce qu'elle fait, donc quelles sont ses initiatives pour essayer de répondre à cette crise écologique du point de vue mondial. Et donc c'est ce deuxième volet qu'on va étudier ici. Et donc l'idée, c'est de partir de deux points de vue opposés et de commencer la présentation en parlant d'une situation très concrète en dehors des frontières de l'Union européenne, pour revenir sur la manière dont l'Union européenne répond à ce genre de situation. Et puis, dans un deuxième temps, ce serait de partir de l'Union européenne, donc plutôt de ce qui se passe ici, d'analyser l'impact de ce qui se passe ici en dehors de l'Union européenne et de voir comment l'Union européenne, de nouveau, essaye d'y répondre. Mais donc, soit de partir de l'extérieur de l'Union européenne et puis de l'Union européenne. Alors, pour partir du local, en dehors des frontières européennes, je voulais commencer par introduire un article qui est sorti il y a quelques jours, le 13 mars 2023, sur le Courrier international, et qui s'intitule « Pollution, les villageois nigérians demandent des comptes à Shell ». Plus de 14 000 personnes ont attaqué le géant pétrolier devant la Haute Cour de justice de Londres, l'accusant d'être à l'origine de la pollution qui dévaste depuis des années le delta du Niger. Une affaire emblématique de la responsabilité environnementale des multinationales, comme nous l'explique le site d'investigation The Intercept. À Ogal, localité rurale du Nigeria, l'eau est si toxique et polluée par le pétrole qu'elle est marron et pue le soufre. Les enfants et les familles tout entières tombent malades en se lavant avec ou en la buvant. À Bill, région de pêche qui compte une quarantaine d'îles, il n'y a plus un seul poisson. L'eau viciée par le pétrole s'infiltre jusque dans les habitations. Les sources de revenus étant compromises, l'argent se fait rare. Les panneaux qui mettaient la population en garde contre les dangers de la pollution chronique sont complètement rouillés. Ces populations dans le delta du Niger subissent depuis des décennies la pollution provoquée par Shell, qui détruit leur santé et leurs moyens de subsistance. En 2011, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport attestant que le danger pour la santé publique justifiait une intervention d'urgence. La dépollution aurait duré 30 ans si elle avait été lancée sur le champ, mais elle n'a jamais commencé. Shell a refusé de coopérer et la situation n'a fait que se détériorer, avec 55 déversements d'hydrocarbures depuis 12 ans. Et donc le 17 janvier, il y a plus de 11 000 personnes qui ont porté plainte. Avec les plaintes déjà existantes, ça fait un total de 13 650 plaintes. Et donc les populations d'Ogal et de Bill attribuent au déversement répété du pétrole la destruction de l'environnement ainsi que des décès et des maladies. Dans le delta du Niger, les nouveau-nés risquent 2 fois plus de mourir dans le mois suivant leur naissance si leur mère vit près d'un site pollué au pétrole, selon une étude publiée en 2017.
Voilà, donc ça, c'est juste pour dire que c'est encore d'actualité parce que c'est un cas effectivement qui est assez ancien. En fait, Shell est présente au Nigeria depuis 1956 et elle a été particulièrement active entre 1976 et 1996 avec, en moyenne, enfin plus de presque 5 000 déversements. Donc déversements, c'est des oil spills, c'est quand le pétrole, est déversé dans la nature, voilà, de manière un peu accidentelle. Alors, on considère que l'ampleur des dommages est évaluée à près de 2 millions de barils de pétrole. Un baril, c'est 159 litres, déversés dans la nature et qu'à peine 23 ont été récupérés, nettoyés. Alors, il faut savoir que la situation s'est encore aggravée dans les années qui ont suivi, entre 1997 et 2001, avec près de 419 oil spills par an. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui fait que ça en fait un cas particulièrement emblématique d'un point de vue juridique, c'est que, entre 1993 et 1995, le gouvernement nigérian a réprimé assez violemment les Ogoni qui réclamaient pacifiquement une justice environnementale. Et Shell a été accusé de complicité pour ça. Et donc, il y a eu des procès aux États-Unis qui sont montés jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, mais aussi à la Commission africaine des droits humains, voilà, et les Amis de la Terre, donc Friend of the Earth, Amnesty International, des universitaires, des poètes nigérians, etc. Beaucoup ont écrit sur le sujet. Et donc, c'est un cas qui a été extrêmement médiatisé. Alors, on peut dire que c'est un cas de conflit environnemental. Alors, juste pour revenir un instant sur le terme sur l'expression conflit environnemental, c'est un terme qui est utilisé souvent par des ONG écologistes et qui traite donc de dommages matériels qui ont été infligés à la nature, mais ça peut être, donc les conflits environnementaux, ça peut être avant le dommage ou après le dommage, donc ça peut être une anticipation. Mais c'est toujours lié à une action anthropogénique. Donc ça peut pas être effectivement un tsunami qui n'a pas d'implication humaine. Et quand on parle de conflit environnemental, en fait, on fait surtout référence au mécontentement qui est exprimé par des personnes qui sont le plus souvent des citoyens, parfois des ONG, et voilà, qui sont surtout liés à l'extraction des ressources, à la pollution et aux luttes contre le changement climatique. Donc, par exemple, les manifestations dans la rue pour le changement climatique peuvent être considérées comme un cas de conflit environnemental. Et donc, ces manifestations de mécontentement prennent plusieurs formes, en fait. Donc, on l'a dit, des manifestations, mais ça peut être aussi des pétitions, des procès civils, des occupations de sites, voire des attaques armées contre les auteurs. Dans la majorité des cas, les responsables de ce genre de dommages environnementaux sont des entreprises, souvent des multinationales ou des transnationales, et dans un certain nombre de cas, ce sont des administrations nationales. Par exemple, en Inde ou au Brésil, il y a plusieurs conflits impliquant des administrations nationales. Mais dans la vaste majorité des cas, ce sont des acteurs privés. Et donc dans ce cadre, les habitants dénoncent ce qu'ils estiment être une injustice environnementale et ils réclament une justice environnementale. Et ce type de phénomène a donné lieu à une mobilisation, surtout entre 2010 et 2015, mais qui continue, et qui s'appelle Environmental Justice, Liability and Trade, EJLT, dont je peux partager le site internet par la suite. Et ce sont des universitaires et des ONG qui se qualifient d'ONG pour la justice environnementale, qui se sont mis ensemble et qui se sont rendus compte qu'il y avait très peu d'informations en fait, sur ce genre de conflit. Et donc, ils ont essayé de lancer un projet financé en partie par l'Union européenne pour pouvoir les recenser et donner des informations dessus. Ce qui permet d'étudier ça de façon plus transversale et de voir s'il y a des vraies tendances globales ou régionales dans ce genre de conflit. Alors, aujourd'hui, on est à près de 4000 cas, ce qui fait qu'il y en a un peu plus de 300 cas qui sont recensés chaque année. Ils sont recensés par les ONG elles-mêmes ou par une personne. Donc, si vous êtes, par exemple, victime, ou que vous considérez que dans votre entourage, il y a un cas de conflit environnemental, vous êtes invité par cette organisation à fournir des informations dessus pour qu'elle puisse faire partie de cette base de données.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la base de données identifie des acteurs de résistance et donc, dans certains conflits environnementaux, on voit que ce sont plutôt des éleveurs, par exemple, qui se mobilisent ou des femmes ou des académiques, et donc il y a moyen d'étudier ça comme ça. Il y a aussi moyen d'étudier le type le type de pratiques qui sont au cœur de ces luttes, et donc c'est dans la majorité des cas, enfin dans une grande partie des cas, c'est l'extraction du pétrole brut ou de gaz, la production d'énergie nucléaire, l'établissement de plantations industrielles et l'accaparement des terres, land grabbing, ainsi que l'exploitation minière, et l'élimination des déchets. Et donc les ressources les plus contestées sont la terre, l'eau, l'électricité, et puis alors dans les matières premières, c'est le pétrole, l'or, le charbon, et puis une cinquantaine d'autres ressources comme le diamant, le café, mais ça c'est à titre un peu plus, un peu moins emblématique. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces acteurs, qui parlent de ces conflits environnementaux, se plaignent souvent d'avoir été forcés à être déplacés. En 2015, il y avait près de 300 cas qui étaient, enregistrés, d'être criminalisés pour avoir protesté, on y reviendra, aussi, 250 cas, confrontés à de la corruption, donc on a essayé de les acheter, ou à la violence, et dans 162 cas, ça a donné lieu à la mort dans des dans des militants. Alors autre chose qui est intéressante et on y reviendra, pour retourner à la manière dont l'Union européenne, réagit à ça, c'est que, cette base de données e-Jolt permet d'identifier des entreprises, impliquées dans ce genre de conflit et des entreprises récidivistes. Donc dans 68 des cas, donc dans 70 des cas, ce sont des entreprises qui sont à l'origine de plusieurs conflits environnementaux. Et oui, parmi ces 97 entreprises, qui sont identifiées, via la base de données, en moyenne, elles sont impliquées dans 9 conflits environnementaux. Et donc il y a évidemment des multinationales qui sont listées et les 6 qui sont le plus impliquées sont, Shell, dont on vient de parler, avec 76 cas de conflits environnementaux, Chevron Corporation, 40 cas, Monsanto Corporation, 22 cas, ExxonMobil Corporation, 18, BHP, 17 cas, et la Barrick Gold Corporation dans 16 cas. Donc voilà, c'est souvent extraction de minerais, agrochimie ou biotechnologie agricole. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir via cette base de données qu'il y a des différences substantielles à travers le monde. Donc par exemple, en Europe, il y a 2 fois plus de conflits environnementaux qui sont liés au nucléaire qu'ailleurs. Ou au tourisme. Et dans d'autres endroits du monde, ça va être des conflits liés aux matériaux de construction, à la biomasse, ou à la gestion de l'eau. Donc via, cette base de données qui continue à être alimentée quotidiennement, on sait que, il y a de nombreuses entreprises, souvent multinationales ou transnationales qui sont concernées. Et par ailleurs, l'Union européenne reconnaît que, les entreprises de l'Union européenne opèrent dans un environnement complexe et s'appuient, en particulier les grandes entreprises, sur les chaînes de valeur mondiales. Et le fait qu'elles s'appuient sur, des chaînes de valeur mondiales, en tout cas ça c'est le discours actuel de l'Union européenne dans certaines, introductions de directives, c'est que, l'Union européenne a dès lors une certaine responsabilité, vis-à-vis des personnes qui sont impactées par le commerce, par les importations de l'Union européenne. Alors un autre des constats de la Commission elle-même, c'est que 80 à 90 des dommages environnementaux qui sont dus à la production de l'Union européenne ont lieu en dehors, des frontières de l'Union européenne. 80 à 90. Et donc le constat, pour l'environnement est le même que celui pour la violation des droits humains. C'est le fait que le problème réside dans un manque d'alignement entre les flux économiques et les structures de gouvernance. Ainsi, par exemple, l'ancien représentant, du secrétaire général pour les droits humains et les sociétés transnationales, John Ritchie, en 2011, qui est aussi professeur de droit humain et de relations internationales à Harvard, disait: « Les conditions permettant les violations des droits humains
liées aux entreprises sont aujourd'hui créées par un décalage entre les forces économiques et les capacités de gouvernance. Seul un réalignement peut résoudre ce problème. En principe, les autorités publiques fixent des règles dans lesquelles les entreprises opèrent. Mais au niveau national, certains gouvernements peuvent tout simplement être incapables de prendre des mesures efficaces, que la volonté de le faire soit présente ou non. Et dans l'arène internationale, les États sont eux-mêmes en concurrence pour l'accès aux marchés et aux investissements, de sorte que les problèmes d'action collective peuvent les limiter ou les empêcher à jouer un rôle d'autorité publique de la communauté internationale. Et ce sont les personnes et les communautés les plus vulnérables qui payent le prix lourd à ces lacunes en matière de gouvernance. Si on pense en termes de SDGs, donc d'objectifs de développement durable, plusieurs travaux qui parlent de l'impact ou la manière dont l'Union européenne participe à ces objectifs de développement durable pointent du doigt le fait qu'effectivement, il y a encore énormément, donc il y a beaucoup de choses qui restent à faire au sein de l'Union européenne, mais il y a énormément aussi à faire sur ces chaînes de valeur à l'extérieur de l'Union européenne. Alors autre chose qu'on constate, c'est que, ce n'est pas facile pour les entreprises européennes d'identifier les incidences négatives sur leur chaîne de valeur, notamment parce que, souvent ces chaînes de valeur sont très obscures, donc on ne sait pas bien, une entreprise européenne ne saura pas bien à qui elle achète. Généralement, ils savent la première entreprise à laquelle ils achètent, mais ils ne savent pas à qui cette entreprise a acheté et cetera. Et d'un autre côté, un sondage de YouGov qui a été mené en 2019 montrait que 80 des citoyens européens souhaitent que des lois strictes soient adoptées en Europe pour tenir les entreprises responsables des violations des droits humains et de l'environnement commises à l'étranger. Et elles souhaitent également que les entreprises soient autorisées à être poursuivies en justice pour des dégâts environnementaux en dehors de l'Union européenne. Alors, on en vient aux réponses de l'Union européenne face à cette situation. Et je vais simplement citer trois législations qui viennent d'être adoptées ou qui sont en cours d'adoption. Alors, il y a les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières qui font partie du Package Fit for 55. Et dont l'idée, c'est d'élargir le principe du pollueur-payeur pour les questions d'émissions de gaz à effet de serre aux importations. Et c'est d'essayer de lutter contre ce qu'ils appellent la fuite carbone, c'est-à-dire que les entreprises, pour éviter d'émettre du CO2 en Europe, soit délocalisent, soit achètent le produit qui a généré le plus d'émissions à l'extérieur. En revanche, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui donc vient d'être, en tout cas les trilogues sont terminés, donc il va être adopté, s'appliquera en tout cas dans un premier temps à un nombre limité de marchandises qui sont le ciment, le fer, l'acier, l'aluminium, les engrais et l'électricité. Voilà, et il devrait fonctionner à partir d'octobre 2023. Donc ça, c'est pour la participation au changement climatique. La Commission européenne a également proposé un règlement contre la déforestation qui établit des règles strictes sur le devoir de vigilance des entreprises en Belgique qui voudraient mettre sur le marché du bois importé. Mais pas seulement du bois. Donc, les produits qui sont concernés sont le bétail, le bois, l'huile de palme, le soja, le cacao ou le café, suite à une étude de la Commission européenne montrant que ce sont les produits qui génèrent le plus de déforestation en dehors de l'Union européenne. Alors, il y a eu un accord du trilogue le 6 décembre 2023 et donc il va également entrer bientôt en vigueur. 2022, oui. 2023, on n'est pas encore trop fait, effectivement. 2022. Et la dernière directive qui a été l'objet de beaucoup de lobbies et de manifestations de militants est la directive Due Diligence. Qui, elle, propose d'établir un cadre horizontal. Et donc, autant la déforestation, on a vu, c'est quelques produits, le bétail, le soja, etc. Les mécanismes d'ajustement carbone également, ces 5 produits. Ici, la directive due diligence, le principe, c'est que ça concerne l'ensemble des produits et donc l'ensemble des importations de l'Union européenne.
Et donc cette directive demande, aux entreprises, enfin encourage les entreprises opérant au sein du marché unique à contribuer au respect des droits humains et de l'environnement dans le cadre des opérations qui leur sont propres et tout au long de leur chaîne de valeur. Et l'idée, c'est qu'elles recensent, pour pouvoir prévenir, anticiper ou, résoudre, les incidences négatives de leurs activités, à la fois sociales et sur l'environnement. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement ça vient d'une réflexion, on a cité John Ruggie tout à l'heure sur, la responsabilité des entreprises vis-à-vis des violations des droits humains et donc c'est une réflexion au niveau international dans les années 2000, qui était surtout orientée, vers les droits humains. Alors vous savez sans doute aussi que le 26 juillet 2022 du coup, l'accès à un environnement sain et durable est devenu un droit humain et donc maintenant l'environnement intègre cette réflexion par le biais des droits humains également. Et donc cette directive a cet intérêt de s'intéresser, donc elle a un volet droits humains, mais elle a également un volet environnement, qui a été aussi l'objet de beaucoup de négociations. La question, c'était de savoir comment on définissait le terme dommage environnemental dans cette directive. Il y a beaucoup de directives au niveau européen qui définissent très clairement ce que sont des dommages environnementaux. Et ici, par contre, la Commission a choisi de faire référence à une liste de violations de conventions internationales, étant donné que ça s'applique en dehors des frontières de l'Union européenne. On ne peut pas demander à des entreprises en dehors de l'Union européenne de se conformer au droit européen. Et donc, il a été choisi de faire référence à des conventions internationales. Ce qui est intéressant aussi, c'est toute la question du climat dans cette directive. Il y a un article 15 de cette directive qui demande en fait aux entreprises de faire un plan pour garantir que leur business plan, enfin que leur activité s'inscrivent dans les accords de Paris et maintenant il y a la loi climat qui demande une neutralité, enfin qui espère une neutralité carbone d'ici 2050 et donc c'est de rentrer dans une logique, on demande aux entreprises de rentrer dans une logique où dans leur business plan, elles prévoient le fait de baisser de plus en plus leurs émissions. Et la Commission avait proposé que cet objectif soit lié au bonus que reçoivent les directeurs des entreprises, voilà, dans certaines conditions. Mais donc de vraiment lier ça au mandat des directeurs des entreprises. Donc ça, c'est assez novateur. Il était aussi question d'intégrer les accords de Paris dans les annexes qui définissent ce qu'est un dommage environnemental. C'est-à-dire qu'on demanderait aux entreprises de s'assurer que dans leur chaîne de valeur, les entreprises auxquelles elles achètent, directement ou indirectement, visent également une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, la position du Conseil a été prise le 1er décembre 2022. Le Parlement européen est toujours en train de légiférer là-dessus, mais effectivement, du côté du Parlement, voilà, il y a une volonté que les questions environnementales soient particulièrement prises en considération. Ce qui est intéressant aussi, et on y reviendra peut-être après dans la discussion, c'est que, donc ça c'est vraiment pour le droit environnemental par contre, pour le droit européen, mais ça aura aussi une implication sur la manière dont les entreprises européennes se comporteront à l'échelle mondiale. C'est que la directive sur l'environnement dans le droit pénal de l'Union européenne, qui est en cours de révision, qui est une directive de 2008 et qui est en cours de révision actuellement, mentionne le terme d'écocide dans un considérant. Et donc, il a été question dans les négociations de savoir si ce terme d'écocide devait être mieux défini. Le Conseil a arrêté sa position aussi, mais le Parlement, qui vient d'adopter une position hier, avant-hier, mais confirmée hier, propose par contre une définition des dégâts environnementaux qui inclut le concept d'écocide sans le nommer, mais qui l'inclut. Et donc, ce qui fait que des crimes très graves à l'encontre de l'environnement vont être considérés finalement dans le droit de l'Union européenne, ce qui pourrait effectivement impliquer que par le biais de la directive due diligence, les entreprises doivent faire attention aussi à ne pas être impliquées dans ce genre de situation.
Et alors, dernière directive qui est intéressante et que je voulais citer ici, c'est la directive qu'on appelle SLAP, comme gifle en anglais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, mais ça s'appelle Strategic Lawsuit Against Public Participation. Et c'est une directive qui vise à protéger contre les procès abusifs les journalistes, les membres d'ONG qui dénoncent une attitude problématique d'une entreprise et qui souvent font l'objet du coup d'un procès pour diffamation avec des entreprises qui sont très bien conseillées juridiquement. Et donc, ça a pour conséquence que beaucoup d'ONG, de journalistes, de citoyens, pour le moment, évitent de porter plainte contre des entreprises qui sont impliquées dans des cas de dégradation environnementale aussi. Dégradation environnementale, je pense que c'est 17% des cas, enfin, soit des cas actuels de ce genre de procès. Et donc, ça implique que pour le moment, la société civile, d'une certaine façon, ne joue pas son rôle dans la mesure où elle a peur de l'impact que ça pourrait avoir en termes juridiques suite à des procès pour diffamation de la part de grosses entreprises. Et donc, l'Union européenne a décidé de mettre sur pied une directive qui est aussi l'objet de négociations actuellement pour pouvoir protéger voilà, ces journalistes et ces ONG et ces citoyens. Donc ça, c'est ce que l'Union européenne fait pour répondre au type de dégâts environnementaux qu'on a vu dans l'introduction de cette présentation. Alors, la deuxième partie, ce serait pour changer un peu de point de vue et partir de ce qui se passe au niveau mondial et puis de ce qui se passe, de l'impact. Alors, sans partir du local vraiment et d'une situation locale bien spécifique, mais de partir plutôt des importations de l'Union européenne. Mais je vais y revenir. Je voulais d'abord citer les travaux qui sont repris par le Stockholm Resilience Center sur les 9 limites planétaires. Et donc, le Stockholm Resilience Center, en 2009, a sorti un article qui a introduit le concept des 9 limites planétaires, c'est-à-dire qu'ils ont mis en exergue le fait qu'il y avait certaines limites à ne pas dépasser dans les activités humaines si on voulait rester dans une situation qui est saine. Enfin, je peux reprendre la définition exacte. Donc, les 9 limites planétaires définissent un espace de développement sûr et juste pour l'humanité, fondé actuellement sur 9 processus biophysiques qui, ensemble, régulent la stabilité de la planète, qui sont le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau et l'appauvrissement de l'azote stratosphérique et l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Oui, et également, excusez-moi, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Et donc ça, ce sont les pesticides, les engrais, les autres intrants chimiques. Et alors en mai 2022, une étude publiée dans Nature annonçait que la 6e de ces limites, donc c'est un intrant chimique, venait d'être dépassée. Donc on est arrivé à un moment où on se rend compte que les activités humaines sur ces 9 limites nous amènent vers une situation dans laquelle voilà, la stabilité de la planète est mise en péril. Alors, ce qui est intéressant dans cette thèse des 9 limites planétaires, donc, qui est portée par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center, c'est que dans la période depuis 12 000 ans, ils ont constaté une certaine stabilité climatique. Et donc, c'est une période que les géologues appellent Holocène, qui correspond plus ou moins sur l'histoire humaine avec l'arrivée du Mésolithique. Et donc, cette stabilité aurait permis le développement des civilisations telles qu'on les connaît. Et la thèse de Rockström, c'est que si on arrive à déstabiliser cette stabilité qui existe depuis 12 000 ans, on en vient effectivement à mettre en péril la civilisation telle qu'on la connaît. Alors ça, c'est au niveau mondial.
Il y a une étude très intéressante qui va sortir, qui est finalisée, mais qui n'est pas encore publiée et j'enverrai le lien quand elle sera publiée, ça doit être dans les prochains jours, sur la durabilité des chaînes agroalimentaires internationales en Belgique. Et donc c'est une étude, très intéressante qui a essayé d'étudier quelles étaient les importations. Donc c'est effectivement focalisé, alimentaire, donc il y a pas le textile et cetera, mais ça donne déjà un point de vue assez intéressant. Quelles sont les importations? Donc qu'est-ce qu'on importe en Belgique? Heu, En termes de quantité, mais aussi en termes de valeur, donc en termes d'euros. Et quel est leur impact? L'impact de ces filières sur l'environnement. Heu et donc, les auteurs de l'étude qui sont Basic, qui est une société de consultance française, et l'université d'Anvers, ont identifié 16 filières. Et donc ils ont tout d'abord fait un score de non-durabilité, donc ils ont déterminé quelles étaient les filières qui étaient les plus problématiques pour l'environnement, et puis lesquelles étaient les plus importées en Belgique en termes donc de quantité ou de valeur, mais également quelle est la capacité d'action. Donc où est-ce que la Belgique ou l'Union européenne pourrait avoir une action pour résoudre ces problèmes de durabilité dans les filières. Et ces 16 filières, donc après il y a un score agrégé sur quelles sont les filières prioritaires, en fait, celles qu'on devrait durabiliser de façon plus urgente. Et donc c'est, je vais vous les citer rapidement, le café, le cacao, le soja, l'huile de palme, le sucre de canne, le thé, le riz, les crevettes, les bananes, le jus d'orange, le raisin, les ananas, les avocats, les noix de cajou, les noisettes et le miel. Alors c'est intéressant parce qu'ils reviennent, les auteurs de cette étude reviennent sur chacune de ces filières, mais pour l'ensemble de ces filières, il y a quand même des tendances qui se retrouvent, assez souvent. Alors eux font une différence entre, les agriculteurs familiaux et puis les grandes plantations. Ils disent: «Voilà, c'est pas exactement les mêmes problèmes qu'on voit des 2 côtés». Mais pour résumer assez rapidement, les plus gros problèmes qu'ils remarquent pour l'environnement. Donc, il y a tout un volet social, mais ici, on se concentrera sur la question environnementale. C'est évidemment, enfin, vous vous y attendez, j'imagine, c'est les questions de monoculture, de mécanisation de l'agriculture, l'utilisation d'engrais ou de pesticides. Et la pression que ça a sur l'eau. Et donc, il y a effectivement une déforestation parce que au cours des dernières décennies, ils se rendent compte que pour l'ensemble de ces produits, il y a une forte croissance des demandes au niveau international des consommateurs, ce qui fait qu'il y a une augmentation ininterrompue des zones des terres agricoles nécessaires. Et du coup, cette extension des surfaces génère de la déforestation souvent. Il y a également des exigences de standardisation. Donc, on veut, par exemple, un type de thé qui est bien spécifique ou du café, on voudra du Corsica contre du... Voilà, il y a des exigences internationales qui sont sur certains produits spécifiques. Et donc, il y a un impact aussi sur le nombre de variétés cultivées. Outre le fait qu'elles mettent en concurrence du coup les agriculteurs, donc ça c'est le volet plutôt social, mais il y a effectivement des variétés qui sont perdues. Et puis, étant donné qu'il y a une énorme concurrence entre ces agriculteurs, ils sont aussi poussés à trouver des solutions pour réduire au maximum leurs coûts et donc avoir un coût qui est le plus attractif sur le marché et maximiser leur rendement. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont toujours essayer d'avoir des terres supplémentaires, ce qui génère de nouveau la déforestation. C'est pour ça aussi que pour être le plus efficace possible, ils se concentrent sur certaines espèces et donc ils vont faire de la monoculture. Et la monoculture demande une utilisation d'intrants chimiques majeurs. Celle-ci, et donc ça génère un cercle vicieux qui fait qu'il y a un appauvrissement des sols et une dégradation de la biodiversité. Et puis alors, il y a toute une série de ces produits qui sont aussi très gourmands en eau et donc qui mettent une pression très importante sur les ressources hydrauliques et qui mettent en concurrence directement avec les populations qui habitent autour ou effectivement les écosystèmes qui sont similaires. Et ça, par contre, ouais, c'est là-dessus que je voulais clôturer, c'est sur le fait que sur ces questions de
usage de la monoculture, utilisation des pesticides, utilisation des engrais. Les législations européennes sont moins strictes, ou en tout cas, c'est pas considéré comme illégal. Et donc, si c'est pas considéré comme illégal en Europe, c'est pas considéré comme illégal sur les chaînes de valeur non plus. Et donc, il y a actuellement aucune intention de l'Union européenne de travailler sur ces questions-là. Donc, autant pour le moment, on est dans une approche de l'Union européenne qui est de faire payer les gros pollueurs. Et de le mettre dans le droit pénal, d'avoir vraiment une responsabilisation pénale et civile, la directive due diligence c'est vraiment civile, des entreprises. Autant il manque actuellement une réflexion sur les causes plus systémiques, plus structurantes de la crise écologique et donc du dépassement des différentes, des 9 limites planétaires. Voilà, je voulais juste mentionner le fait qu'actuellement, un des biais, mais qui visiblement est assez décevant, c'est les accords pour le commerce extérieur. Donc les accords de libre-échange. Dans ces accords actuellement sont développés, donc l'Union européenne a lancé en juin 2022 un nouveau plan pour intégrer des chapitres de durabilité et donc de protection à la fois des droits humains et sociaux mais également de l'environnement lors des accords de libre-échange. Qui existaient déjà, mais on s'est rendu compte que voilà, il y avait peu d'impact sur le terrain, et donc il y a de nouveau des négociations qui sont en cours et qui sont assez âpre sur la question, mais c'est actuellement la seule voie que suit l'Union européenne pour résoudre voilà, cet impact de son marché sur le reste du monde et sa participation à la crise écologique mondiale.